Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Ravi de vous accueillir ainsi que mes invités aujourd'hui pour aborder une thématique un petit peu effrayante. N'ayons pas peur des mots. L'extrême droite entre manipulation et ambition, c'est le thème d'aujourd'hui, avec d'excellents dessins en illustration de Julien Kremer, je tenais à le préciser. Alors, mes invités, bonjour à vous. Benjamin Billard, vous êtes chargé de recherche au CRISP, le Centre de recherche et d'information sociopolitique. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et Julien Doé. Bonjour Julien. Bonjour. Secrétaire général politique 7K FGTB à Liège et aussi trésorier de l'Institut d'histoire ouvrière économique et sociale. Vous êtes co-auteur de cet ouvrage que je vous présente sur l'extrême droite. La bête a-t-elle mué? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous l'avez coécrit avec Olivier Starky aux éditions Liberté, j'écris ton nom. Les nouveaux visages de l'extrême droite. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Pour mieux connaître cette bête qui mue ces dernières années, vous reprenez dans le livre, vous refaites l'histoire de ce mouvement d'extrême droite et vous le faites remonter jusqu'à la Révolution française. Ce qu'on ignore, on n'a pas l'habitude de faire ce type d'analyse. Expliquez-nous pourquoi vous remontez à la Révolution française, Julien. Donc c'est vrai qu'on a tendance à considérer que l'extrême droite naît dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20-30. Et ce qu'on a voulu montrer, même si ce n'est pas une thèse originelle, Zeev Sternel dans Les Antilumières le montre déjà bien et dans d'autres livres de cet auteur et d'autres, c'est que l'extrême droite en fait s'inscrit dans le courant vraiment des anti-lumières, c'est-à-dire des gens qui philosophiquement, idéologiquement, dans leur vision du monde, sont contre l'héritage des Lumières qui s'incarne particulièrement au moment de la Révolution française de 1789. Et donc on peut tout à fait faire remonter les filiations, et eux-mêmes d'ailleurs, l'extrême droite, encore aujourd'hui. Alors c'est des fois très très clair, c'est des fois un peu plus subtil, mais continue à s'inscrire clairement, à elle-même dire qu'elle est contre la Révolution française, contre l'héritage de 1789 et des Lumières. Je vais prendre deux rapides exemples contemporains. Un plus ancien, dans les années 80, le Front National belge, donc fin des années 80, début des années 90, à ses débuts, dans ses tracts, on trouvait encore dans les écrits des phrases de type « l'erreur jean-jacquiste ». L'erreur jean-jacquiste, vous allez lire ça, vous n'allez pas vous dire « tiens, c'est d'extrême droite », alors que ça veut dire « je suis contre l'héritage de Rousseau ». C'est Jean-Jacques Rousseau, et c'est ça que ça veut dire. Mais plus récemment, dans un magazine d'extrême droite français qui s'appelle L'Incorrect, vous retrouvez tout au long du magazine plusieurs articles où on va parler de cet héritage, d'être vraiment contre l'héritage de 1789, à peu près sur tous les plans. Et donc c'est vraiment quelque chose qui s'ancre. Et donc c'était pour nous important de remontrer combien l'extrême droite était dans ce courant anti-lumière et remontait à plus loin que les années 20-30. Avec déjà des idées complotistes, qui sont par exemple que les francs-maçons sont derrière la Révolution française. Donc elles se nourrissent déjà de complotisme, alors qu'on pourrait penser que le complotisme, il est né avec Trump et les autres. Non, pas du tout. Et donc oui, effectivement, c'est un classique de la littérature contre la Révolution française que de l'attribuer à la franc-maçonnerie, à laquelle on attribuera encore bien d'autres choses après. Mais effectivement, le complotisme n'est pas nouveau. Même si on est sur le populisme, et on pourrait revenir d'ailleurs sur la question du populisme, est-ce que c'est forcément d'extrême droite et est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à avoir une forme de populisme de gauche? Oui, un populisme d'extrême gauche également. Dans les extrêmes, en tout cas. Ou de gauche tout court. Et c'est un des aspects qu'on aborde plutôt dans la troisième partie du livre. Mais par exemple, toute la question du populisme est déjà présent bien avant l'entre-deux-guerres, ou bien avant aujourd'hui encore plus, puisque des gens comme Édouard Drumont au 19e, ou les ligues autour de Déroulet, toute la question du boulangisme, etc., qui sont des mouvements en France, sont déjà dans cet appel au peuple,
dans cette manière de simplifier les choses, de faire appel à l'homme providentiel, d'essayer de mobiliser les masses, etc. Et donc on voit que ça s'ancre bien plus profondément que les années 20-30 ou l'après-guerre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'idéologie d'extrême droite reste présente. On a tort de penser qu'elle s'évapore après la guerre. C'est l'autre aspect qu'on voulait mettre en lumière dans le bouquin, dans la première partie, ce qui retraçait l'histoire. C'était le fait qu'il n'y a pas une césure nette à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, et puis réapparition milieu des années 70, début des années 80, selon les pays et selon les moments, mais qu'elle ne disparaît pas. Le plus bel exemple étant la péninsule ibérique. Je veux dire, on présente toujours le fait que l'Europe occidentale aurait été débarrassée du fascisme par le débarquement du 6 juin 1944 et les Alliés, sauf qu'ils oublient, entre guillemets, parce que ce n'est pas un oubli, c'est stratégique, ils oublient l'Espagne et le Portugal qui resteront sous domination fasciste pendant encore 30 ans, jusqu'à 74 et 75, et qui accueilleront d'ailleurs tout plein, de Grelle étant le plus bel exemple, mais on peut noter d'autres comme Ploncard d'Assac, d'autres gens moins connus, mais qui sont importants dans l'idéologie d'extrême droite, qui vont se réfugier, vivre au Portugal, en Espagne, et de là, ils se contenteraient d'y vivre, c'est déjà un aspect, mais de là, ils continuent à propager leur idéologie, à accueillir des gens et à développer le mouvement international de l'extrême droite. Donc ça, c'est les cas particuliers. La Grèce, on va avoir le coup des colonels qui va dans les années 60-70, hein, on a cet événement. Et puis même dans nos pays, le MSI, donc le parti fasciste italien, dont les dirigeants d'aujourd'hui de l'extrême droite italienne sont issus, il renaît en 45-46, tout de suite avec une présence publique. En France, ils ne disparaissent jamais. En Allemagne, un peu plus, mais alors là, on doit, si on veut réaborder le pourquoi tous ces mouvements-là ne disparaissent pas vraiment, c'est toute la question de l'anticommunisme et de récupérer tous ces gens dans un contexte qui, dès la fin de la guerre, voire avant même la fin de la guerre, un basculement, et on prépare déjà ce qui sera appelé la guerre froide, mais qui a été chaude à plusieurs endroits, par exemple la Grèce, où les communistes sont éliminés. Voilà, le partage du monde se fait très vite. Benjamin Billard, dans vos recherches au CRISP, est-ce que l'idéologie développée par l'extrême droite aujourd'hui n'est finalement qu'un recyclage des idéologies d'hier, comme le proposent Julien Doé et Olivier Starky? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une continuité dans l'idéologie d'extrême droite, puisqu'il s'agit bien d'une idéologie, une continuité, mais qui évolue tout de même. Et je voudrais peut-être revenir sur cet aspect un peu historique en remontant jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je partage tout à fait l'avis de Julien, mais en même temps, je pense qu'on peut distinguer 4 grandes phases dans le développement de l'extrême droite depuis la Seconde Guerre mondiale. Quand même, au sorti de la Seconde Guerre, il y a quand même une difficulté. Il n'y a pas une absence de l'idéologie d'extrême droite, mais les organisations qui vont la mobiliser, en tout cas, sont plus faibles. Indubitablement, elles sont plus faibles, notamment en Allemagne, en Belgique, par exemple, même s'il y a d'autres contre-exemples que Julien vient de nous souligner. Dans les années 50-60, il y a une tentative véritablement de se redévelopper. Là, on peut penser notamment au mouvement de Pierre Poujade en 1956, sur les listes desquelles est élu notamment pour la première fois Jean-Marie Le Pen, par exemple. On a une tentative, en tout cas, pour l'extrême droite de se restructurer. Et puis, dans les années 70-80, je dirais, une tentative, et elle y parvient à s'enraciner véritablement. Et c'est à ce moment-là que naissent le Front National en France, l'Union démocratique du centre en Suisse, par exemple, le Vlaams Belang en Belgique, aussi à la fin des années 70. Et puis la dernière phase, et je dirais que c'est celle dans laquelle nous sommes encore bercés aujourd'hui, s'est développée principalement à la fin des années 90. Et c'est véritablement la capacité de ces partis à tenter et même à obtenir l'exercice du pouvoir. Dans un certain nombre de cas, elle parvient à bénéficier d'un siège ou plusieurs sièges au sein d'un exécutif, que ce soit au niveau local, mais aussi au niveau régional ou national, ou dans un autre nombre de cas, elle parvient à siéger dans l'opposition, mais toutefois à apporter son soutien à un gouvernement minoritaire. Ça s'est vu au Danemark, ça s'est vu aux Pays-Bas, par exemple. La bête a donc mué, comme le dit Julien et Olivier. L'extrême droite traditionnelle demeure aussi par ailleurs. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tentative des groupes
des personnes qui incarnent l'extrême droite de faire évoluer leur stratégie pour différentes raisons. Je dirais principalement 2 raisons. La première, elle est liée au cadre juridique qui s'impose à eux, un ensemble de règles de plus en plus contraignantes qui va les forcer d'une certaine manière à respecter un certain nombre de choses pour ne pas tomber sous le coup de la loi et être frappé d'une interdiction, d'une condamnation quelconque, mais aussi une stratégie visant à percer un plafond de verre électoral, à exercer le pouvoir, puisqu'il y a véritablement une volonté dans leur chef d'exercer ce pouvoir dans un certain nombre de cas. Comment y est-elle arrivée? Est-ce que c'est une véritable stratégie de communication qui a percé ces dernières années, vous pensez Notamment, Benjamin et puis Julien? La communication est tout à fait fondamentale, bien sûr, avec les réseaux sociaux qui viennent en appui. Typiquement, en Belgique francophone, un cordon sanitaire médiatique s'applique encore aujourd'hui à l'égard de l'extrême droite. Les quelques partis ou groupuscules, l'extrême droite, en tout cas partisane, je dirais, en Belgique francophone, est encore Oui, c'est plutôt en Flandre qu'elle est présente, avec 30% des électeurs qui ont moins de 34 ans. Donc tout à fait, la jeunesse elle est particulièrement en Flandre, présente. moins en francophonie, moins du côté francophone. Il y a un écart très important sur la mobilisation partisane à nouveau. Pourquoi? Donc, parce que c'est moins organisé chez nous? Il y a différents éléments. Le fait que le cordon sanitaire médiatique, c'est-à-dire le fait que les médias ne vont pas recevoir en direct notamment un représentant ou des représentants de l'extrême droite, il existe au sud du pays, en Belgique francophone, mais pas au nord. Il y a un sentiment d'identité nationale aussi qui est beaucoup plus fort au nord du pays qu'au sud, par exemple, où il est beaucoup plus difficile de mobiliser les citoyens sur la base d'un sentiment d'identité belge ou wallonne qui serait partagé. Or, le nationalisme est une composante de base de l'idéologie d'extrême droite. Donc on voit, il y a différents éléments comme cela. La présence d'un leader charismatique en Flandre, beaucoup moins en Wallonie, ou la mobilisation aussi antifasciste qui peut, et là Julien en dira certainement plus que moi, mais qui peut être beaucoup plus importante aussi au sud du pays. Alors le Vlaams Belang, hier, qui était condamné pour racisme et xénophobie, a changé de discours. Hein. Vous le dites très bien aussi dans l'ouvrage. En tout cas, c'est approprié des thématiques qui n'étaient pas leur marotte habituelle, les thématiques de la gauche. Vous allez nous réexpliquer ça. Julien, est-ce que vous pensez, Benjamin, qu'effectivement, dans le discours de l'extrême droite, il y a quand même tentation de récupération d'autres thématiques? Alors, en tout cas, en imposant la sienne, évidemment, l'immigration. Bien sûr. Notamment. Le fond idéologique du Vlaams Belang reste identique à 1979, la date de sa création, ou en tout cas aux années 80, avec la thématique communautaire, bien sûr, la thématique migratoire, la thématique sécuritaire, qui sont les 3 thèmes sur lesquels se positionne le Vlaams Belang encore aujourd'hui. Ce qu'il se passe quand même ces dernières années, c'est une volonté de Tom van Grieken, de son parti, de montrer qu'il est aussi, en plus, compétent sur un ensemble d'autres domaines, également dans cette perspective de participer au pouvoir. Et ça, ce n'est pas une stratégie propre au Vlaams Belang. Elle est notamment copiée sur celle de Marine Le Pen en France, qui, déjà il y a quelques années, lors des élections présidentielles, avait reformaté son programme, ce qui ne veut pas dire que sur le fond, en matière migratoire ou sécuritaire, elle est vraiment évoluée, fait évoluer le programme, mais en tout cas reformaté, où elle le présentait sous forme d'abécédaire. C'est-à-dire que les thématiques étaient présentées par ordre alphabétique, ce qui permettait de se présenter capable d'exercer le pouvoir, puisqu'il serait amené à traiter d'un ensemble de thématiques. Oui, tout à fait. Donc des thématiques de gauche aussi. Julien Doé, il prétend défendre aujourd'hui, par exemple, les plus vulnérables, les laissés pour compte. Alors, par rapport à ça, peut-être plusieurs points. Sur est-ce qu'ils ont mué, le titre garde un point d'interrogation. C'est vrai. Il est important, ce n'est pas un point d'exclamation. Vous ne l'affirmez pas, vous vous posez la question. On se pose la question et on a plutôt tendance à dire que la mutation est très cosmétique, y compris d'ailleurs sur des points de discours, on va y revenir. Et donc, nous, on est plutôt justement à ressouligner ce qu'on disait en début, la permanence et le fait que les changements sont peut-être moins forts que ce qu'on ne le dit souvent. C'est du vernis pour vous? C'est plus du vernis pour nous, y compris sur le discours de gauche. Relisez l'extrême droite des années 20-30 ou certains aspects de la nouvelle droite en France. Ce discours pseudo de gauche a toujours été présent de manière plus ou moins importante. Et ce qui est important à souligner, et ça c'est une des thèses du livre, une des lignes rouges du livre, c'est que l'extrême droite avance quand la gauche ou en tout cas la démocratie recule et qu'elle est forte que quand nous on est faible. Ça c'était vraiment l'idée qu'on veut remettre en avant. Et par rapport justement à cette thématique dite sociale, un des points que l'on développe, c'est que l'extrême droite a pu se tenir ce discours social
parce que la gauche a arrêté de le tenir. Et qu'elle ne vient que occuper un terrain qui a été abandonné par une certaine gauche, hein, soyons clairs. Et donc, il y a tout un passage sur ce que l'on a nommé très clairement la trahison social-démocrate, c'est-à-dire à un moment donné, le fait que... avoir abandonné les plus précaires, avoir abandonné la classe ouvrière, voire avoir tenu un discours comme quoi la classe ouvrière n'existerait plus, a été vraiment un facteur important. Et là, c'est la responsabilité vraiment de la gauche, plus que d'une extrême droite qui aurait été, qui s'est engouffrée. Ça, c'est un premier point. Je peux citer d'ailleurs, enfin, vous citez vous-même dans votre livre George Orwell, quand l'extrême droite progresse chez les gens ordinaires, c'est d'abord sur elle-même que la gauche devrait s'interroger. Tout à fait, voilà. Donc, ça ne date pas d'hier, c'est George Orwell. Ça ne date à nouveau pas d'hier. Et alors, sur ce discours, justement, de pseudo de gauche que l'extrême droite tient, il est souvent à nouveau qu'un vernis. Quand le Vlaams Belang tient un discours sur, effectivement, en période électorale, sur nous, on prône 1 500 € de pension minimale. C'est-à-dire la revendication que les organisations syndicales, ou en tout cas à minima la FGTB, revendiquent. Oui, mais que vote-t-il au Parlement ? Systématiquement, contre ou abstention, quand il y a le débat sur l'augmentation d'une pension légale. Et donc on voit bien combien, entre le discours et les actes de l'extrême droite, il y a quand même des fossés. Premier point. Deuxième point, pour ne pas être trop long sur ces aspects-là, c'est que c'est un discours pseudo-anticapitaliste, pseudo-anti-puissant, mais dont on voit tout de suite les limites dans l'application. C'est-à-dire on est solidaire des plus pauvres, mais si les plus pauvres sont blancs, chrétiens, etc. Un bel exemple est, en France, on avait un mouvement qui s'appelait SDF, mais pas sans domicile fixe, Solidarité des Français, qui distribuait de la soupe populaire, mais avec des grands panneaux soupe aux cochons. Et donc, tout un mouvement d'exclusion d'une partie des plus faibles. Ce qui différencie fondamentalement l'extrême droite alors des mouvements de gauche, c'est ce côté excluant toujours d'une partie de la population, y compris dans un discours qui se voudrait social, mais qui est un discours social limité. Sans parler alors, et dernier point, qu'il ne remet pas en cause alors les questions de propriété, de grand capital, etc. Quand ils sont sur un discours anticapitaliste, c'est un discours sur le capital, sur le mondialisme plus que sur l'anticapitalisme. Le capital national, ça va. Voilà, les patrons nationaux, ça va. Et toute la logique alors du corporatisme, et ça nous emmènerait... Avant de passer sur un volet de lutte, comment lutter contre l'extrême droite, un mot de cette stratégie de communication dont parlait Benjamin Billard, avec notamment la création, en quelques mots, de cette chaîne de télévision, il y a quelques semaines, du Vlaams Belang, une chaîne de télévision qui donne véritablement un temps d'antenne à ses leaders, même plus des présentateurs, ce sont des leaders, et puis... avec une première polémique, déjà une manipulation, en faisant passer des images filmées à la frontière turco-grecque en 2020, alors que c'était des archives de 2015. Donc on est directement dans la manipulation et dans une médiatisation tout à fait particulière. Que dire de cette chaîne de télévision ? Alors, sur cette polémique, ce n'est peut-être pas propre à l'extrême droite et en particulier au Vlaams Belang, mais en tout cas, effectivement, il y a une volonté du Vlaams Belang de pointer du doigt, de dire mais nous souffrons d'un au moins triple cordon sanitaire. Un cordon sanitaire politique, et c'est vrai, le cordon sanitaire, même s'il a été mis sous tension quand même, on pourrait même dire depuis 20 ans aujourd'hui, existe encore. Un cordon sanitaire social, le fait de dire je suis proche ou je vote pour le Vlaams Belang aujourd'hui en Flandre, même si ce serait différent au sud du pays, mais peut comporter un impact. En tout cas, c'est le discours du Vlaams Belang sur leur vie sociale, tout simplement. Et puis, un cordon sanitaire médiatique, qui n'existe pourtant pas au nord du pays, mais en tout cas, eux parviennent à entretenir l'idée selon laquelle il existerait ce cordon et selon laquelle il serait exclu de tout accès aux médias. On ne peut pas nous s'exprimer, du coup, on crée notre chaîne de télévision. Voilà, pour avoir un moyen de communication plus direct avec les citoyens. Je dirais que ça fait aussi partie d'une stratégie plus large qui découle des dernières élections, avec un contexte où, finalement,
finalement, ils ont un peu le vent en poupe, aussi dans le cadre de cette crise sanitaire, où ils ont aussi des moyens financiers plus importants que durant la législature 2014-2019. Avec une dotation Avec une dotation bien plus importante qui découle de leurs très bons résultats électoraux du 26 mai 2019. Et donc, cette volonté, d'une part, de redynamiser leur centre d'études, on en parle très peu, mais c'est quelque chose de très important depuis maintenant environ un an, l'automne, dans la perspective de 2024, et puis aussi de garder un contact plus direct avec la base militante, avec l'électorat également, pour toujours se renforcer et espérer non seulement avoir un bon résultat électoral lors des élections de 2024, mais également parvenir à rompre le cordon sanitaire et monter au sein d'une majorité en Flandre. Alors, messieurs, comment lutter contre l'extrême droite? Notamment, petite parenthèse, Julien Dehaye, vous en parlez aussi, la dotation, donc un État qui prévoit une dotation à ce parti, qui veut la fin de l'État, en quelque sorte. C'est un petit peu particulier. Comment lutter contre l'extrême droite aujourd'hui, Julien Dehaye? Je prends souvent l'image du triangle rouge que je porte systématiquement et qui est un symbole d'opposition aux idées d'extrême droite. Parce que, à des éléments importants, il y a la question des partis d'extrême droite et puis il y a la question aussi du fait que leur discours a percolé. Et là aussi, on peut revenir sur des responsabilités de partis de droite et jusque des partis de gauche, d'avoir repris une partie des idées de l'extrême droite, qui fait que même si elle n'est pas au pouvoir, une partie de ces idées sont de toute façon passées, voire appliquées par des partis qui ne se disent pas d'extrême droite, mais qui ont repris. Ça, je pense que c'est un élément fondamental, c'est de bien faire attention, y compris aux idées. Alors, pourquoi le triangle? Grosso modo, 3 angles de combat qui sont complémentaires et qui peuvent être complétés. Le premier grand axe serait l'éducation permanente, l'explication, la formation et l'éducation. Ça passe dans les écoles par rapport à une série de choses. Ça passe par des émissions comme aujourd'hui, par des ouvrages que Benjamin ou moi ou d'autres écrivons, des conférences, etc. Les formations, puisqu'on a mentionné que j'étais secrétaire politique d'une organisation syndicale, les formations au sein des formations syndicales, l'éducation permanente, tout ça, c'est un socle. L'autre socle, je l'ai déjà un peu rapidement évoqué, mais c'est le socio-économique. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut lutter contre l'extrême droite que si on apporte des réponses concrètes sur la situation socio-économique de toute une partie de la population. Et on voit d'ailleurs que l'extrême droite reprogresse quand dans des périodes où les inégalités sociales montent. Dès qu'il y a une crise. Dès qu'il y a... Alors, cette année, oui, voilà, des crises, mais donc la question socio-économique doit être au cœur. C'est là qu'on peut dire que la gauche là a failli complètement et a abandonné tout ce secteur-là. Et alors le troisième volet, qui est peut-être le volet un peu plus polémique aujourd'hui, c'est le volet de la confrontation et de l'espace public. Et pour nous, dans le livre, on redéveloppe le fait que à nouveau, dans une stratégie où ils ne sont forts que si on est faible, donc on doit être fort et eux faibles, et donc on doit occuper le terrain. Et on ne doit pas les laisser se développer. Alors c'est un discours qui doit être tenu différemment en Flandre et en Wallonie, puisque la force de l'extrême droite est différente, on en est bien conscient. Mais cette occupation du terrain, c'est empêcher l'extrême droite de se développer, nous semble vraiment fondamental. Vous voulez être actif d'ailleurs. Vous n'hésitez pas à dire descendons dans la rue, ne nous laissons plus faire. Changeons de paradigme. Le bouquin mentionne que je suis un participant au front antifasciste et donc on cite dans l'ouvrage le fait que le front antifasciste a empêché à un moment donné un meeting, a empêché à un moment donné fait des contre-manifestations, etc. C'est vraiment ne pas leur donner la parole. Ne pas leur laisser prendre la parole, occuper le terrain, être dans la rue pour ne pas les laisser grandir et ne pas être naïf non plus sur leur potentiel de violence. Et donc ça c'est un autre aspect quand on parle tout de suite d'action dans la rue, etc. C'est de dire qu'on doit être en autodéfense par rapport à l'extrême droite parce qu'elle n'hésite pas. Elle est violente. Et d'ailleurs, historiquement, sauf erreur de ma part, des militants d'extrême droite
qui ont tué des gens, on en connaît. Des militants antifascistes qui ont tué des gens, à ma connaissance, il n'y en a pas. Et ça, c'est une grosse différence quand on dit souvent « Oui, mais les antifascistes, ce sont les fascistes aujourd'hui parce qu'ils empêchent la prise de parole ». Il y a quand même toute une série de points très différents entre les deux. Mais nous tenons le discours, Olivier et moi, dans le livre, qu'à un moment donné, il y a un no passaran qui doit s'appliquer et que ce combat frontal, il doit pouvoir être mené à certains moments. On ne doit en tout cas pas s'auto-censurer sur cet aspect-là de l'antifascisme. Mais à nouveau, et c'est bien pour ça que je ne le mets pas en A, mais que je parle bien d'abord de l'éducation et de la formation, du socio-économique. Mais on pense que ne pas avoir ce troisième angle, c'est être voué à la défaite et c'est être voué à être massacré à un moment donné. Parce qu'eux n'hésitent pas. Le Chili nous l'a montré et d'autres exemples. Benjamin Billard, ça représente vraiment une véritable menace pour l'ordre intérieur que ces groupuscules. Je voulais pointer une interview, c'est d'ailleurs dans le dernier numéro du magazine Espace et Liberté. Serge Lipsic, chargé du contrôle des services de renseignement, le dit. Il y a une vraie menace de groupuscules d'extrême droite aujourd'hui chez nous. Et j'allais justement parler de ces services. Et pour terminer, il nous reste malheureusement une minute. De renseignement ou autre, c'est le fait que l'extrême droite ne se limite pas aux partis politiques. Évidemment, on peut parler des idées, comme Julien l'a très bien fait, de dire mais il y a les organisations et les idées qu'elles véhiculent, mais il y a aussi des mouvements, il y a aussi des organisations qui n'ont pas la volonté nécessairement de participer au pouvoir et qui, elles, généralement, ont conservé cette posture bien radicale parce qu'il n'y a pas la nécessité de convaincre des électeurs. Par exemple, il y a également des individus isolés qui vont parvenir à être influencés par certains auteurs qui ne font rien d'autre de répréhensible que d'écrire, par exemple, des ouvrages. Pensons à Renaud Camus et la théorie du grand remplacement en France, qui a inspiré indirectement, mais quand même, un terroriste en Nouvelle-Zélande en 2019. Lui-même ayant retransmis son intervention, pour ainsi dire, sur les réseaux sociaux, notamment sur la fachosphère, comme on a la tradition de l'appeler, et qui inspire d'autres personnes. Et donc c'est toute une galaxie d'extrême droite vraiment qu'il faut distinguer avec des acteurs très distincts, très différents. Et donc les moyens, les outils qui peuvent être mobilisés pour lutter contre eux sont eux aussi très variés et mobilisables par des personnes ou des organisations elles-mêmes très variées. En quelques mots, comment lutter ? Alors, Julien descend plutôt dans la rue et vous au CRISP. On a eu ici trois. Alors, je ne parle pas nécessairement de moi, mais je pense que la sûreté de l'État est aussi un organisme qui permet d'éviter alors plutôt la menace plus directe à l'ordre établi, à l'ordre étatique, la lutte contre le terrorisme d'extrême droite, parce qu'on a tendance à parler de terrorisme islamiste, mais ce n'est pas le seul, bien entendu. Il y a aussi les outils médiatiques. On a évoqué le cordon sanitaire médiatique, les outils politique également, le cordon sanitaire politique, ou le fait de mobiliser cette loi du 4 juillet 89 que vous évoquiez, organisant le financement public des partis politiques et permettant de suspendre le versement public à certaines organisations d'extrême droite. Eh bien, merci. Ceci clôture notre émission. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour une prochaine fois. Merci Benjamin Billard, merci Julien Dewey. Et puis je rappelle, ce livre à vous procurer aux éditions Liberté, j'écris ton nom, La bête a-t-elle mué ? Et puis l'édition d'Espace de Liberté de ce mois de décembre. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.